Bien, je voudrais tout d'abord remercier Jean-Pierre Changeux de m'avoir invité à ce colloque et de m'avoir ainsi permis de rendre hommage à celui qui a été mon premier maître en histoire de l'art. En effet, nous fêterons l'année prochaine le centenaire de la naissance d'André Chastel, et cet anniversaire, comme certains d'entre vous le savent peut-être, a été inscrit par le ministère de la Culture au programme des célébrations nationales. Il donnera lieu notamment à un colloque qui sera organisé à l'INHA et à l'Institut de France au mois de novembre 2012, en collaboration avec un grand nombre d'institutions, dont le Collège de France. Cette manifestation a d'ailleurs été préparée, grâce à un financement de l'École pratique des hautes études, par un vaste travail de dépouillement et d'inventaire des archives d'André Chastel qui se trouvent aujourd'hui conservées à la bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art. Et ce dépouillement, je crois, permet de mieux comprendre la personnalité de Chastel et sa pensée. C'est sur ce dépouillement en particulier que je m'appuierai aujourd'hui. En effet, Chastel a joué un rôle majeur dans le développement de l'histoire de l'art en France, dans l'organisation et le renouveau de sa discipline. Il a lancé à ce propos un vaste programme qui comprenait notamment la création de l'inventaire général, grâce à André Malraux, d'une revue d'audience internationale, la Revue de l'Art, et d'un grand Institut national d'histoire de l'art, création qu'il n'a malheureusement pas pu voir de son vivant. Mais il reste, je crois, encore beaucoup à dire sur sa vision de la discipline et sur ses positions théoriques. Le souvenir qu'il laisse est donc celui d'un grand organisateur. On se rappelle le rôle institutionnel qui a été le sien, dont j'ai parlé, le pouvoir qu'il a exercé, mais on connaît moins bien sa pensée. Je crois d'ailleurs que l'opinion dominante à propos de sa pensée est celle qu'a exprimée, juste après sa mort, l'un de ses élèves, Henri Zerner, dans l'article qu'il a consacré à son maître en 1991. Pour Zerner, en effet, je le cite, « André Chastel n'était pas un théoricien. Dans un texte brillant, l'introduction au recueil Fables, formes, figures, qui donne donc le titre à mon intervention, sur laquelle je reviendrai bientôt, Chastel aurait tenté de retrouver, je cite encore Zerner, une cohérence intellectuelle aux études qu'il avait publiées depuis sa première jeunesse, mais il n'aurait jamais cherché à établir une doctrine qu'il aurait léguée ou imposée. Son esprit critique, c'est toujours Zerner qui parle, lui aurait interdit de s'arrêter à un système inévitablement réducteur dont il aurait trop clairement perçu les défauts et les limites. Certes, Chastel n'a jamais écrit un essai théorique comparable à la vie des formes de son maître Faucillon, qui donne son nom à ce colloque. Pourtant, il devait en avoir l'intention, puisqu'en 1962, il envoya le plan d'un ouvrage sur les méthodes de l'histoire de l'art à son ami Robert Klein, qui lui répondit par 2 longues lettres, remplies de remarques critiques sur son projet. D'autre part, il n'a pas arrêté, si on lit sa production, de rédiger des textes, sinon de théorie, du moins de méthode, et c'était bien aussi l'un des aspects fondamentaux de l'influence qu'il entendait exercer sur sa discipline. C'est donc sur ces réflexions que je voudrais revenir avec vous pour essayer de dégager en particulier quelle place il assignait à la forme dans sa définition de l'histoire de l'art. Évidemment, les questions que nous aborderons se situent dans le cadre de l'historiographie de la période de Chastel, et notamment dans la question des rapports avec les grands modèles dominants à son époque, c'est-à-dire la sémiologie, le structuralisme. Bien avantage donc que l'affrontement avec la question des neurosciences ou de la psychologie expérimentale, qui a quand même été très souvent abordée dans ce colloque. Mais pour en revenir à Faucillon, il faut rappeler que Chastel avait donc été son élève et que l'auteur de La vie des formes a exercé une influence considérable sur lui, qu'il n'a d'ailleurs jamais cessé de rappeler. Ainsi, dans l'introduction donc, du recueil Fables, formes, figures, que nous avons déjà rappelé, après avoir relaté sa rencontre lorsqu'il voulait devenir historien de l'art avec André Perraté, conservateur de Versailles et auteur de quelques ouvrages sur l'art italien, qui lui avait déclaré en 1934 « L'histoire de l'art italien est terminée, jeune homme », Chastel poursuit « On ne respirait qu'auprès de Faucillon. Il avait, outre un talent oratoire qui en imposait un peu trop, l'imagination de sa discipline. » Chastel, donc, chaque fois qu'il aborde son programme ou sa méthode, se réfère toujours à Faucillon. La composante formaliste dans l'analyse de l'œuvre d'art, dont Faucillon était le principal représentant en France, était donc aussi un élément fondamental de la formation de Chastel. Chastel conservait d'ailleurs dans ses archives les notes de tous les cours qu'il avait suivis chez son maître, et dans ces notes, on trouve naturellement plusieurs références aux grands fondateurs du formalisme dans notre discipline, c'est-à-dire Heinrich Wölfflin, le tenant, comme certains d'entre vous le savent sûrement, d'une histoire de l'art sans nom, fondée uniquement sur la définition des styles, au moyen de grandes oppositions de formes, et non donc sur l'abord de la personnalité de chacun des artistes.
Faucillon avait repris les intuitions de Wölfflin en les modifiant en partie, et notamment sa grande opposition entre le classicisme et le baroque. Chastel lut donc aussi très tôt l'un des grands ouvrages de Wölfflin, c'est-à-dire l'art classique, qui lui inspira dès sa jeunesse un commentaire sur Taine et sa théorie du milieu, qui préfigure, je crois, un grand nombre de ces idées ultérieures que nous retrouverons donc constamment dans cet exposé. Je lis donc ce texte que vous avez sous les yeux. Il existe une conception de l'histoire de l'art qui ne voit dans les œuvres qu'une traduction de la vie et qui cherche à expliquer les styles par l'influence du milieu, de la race, du climat. Tant que nous bornerons nos efforts à expliquer une œuvre d'art par les sentiments qu'elle traduit, nous atteindrons notre but à coup sûr en appliquant la méthode de Taine. Mais du moment que nous voulons pousser nos appréciations au-delà de ce cercle et pénétrer dans le vif de l'élaboration artistique, nous sommes obligés de recourir à des notions de pure forme qui sont indépendantes des textes et rentrent dans le cadre d'une évolution optique. L'évolution de l'art italien pendant la Renaissance est caractérisée par des phénomènes qui prennent leur source non seulement dans la transformation des habitudes et des idées, mais aussi dans une vision d'art qui a sa raison d'être et son but en elle-même. La forme artistique et son évolution ne sauraient donc se réduire au contexte social et historique dans lequel elle apparaît. C'est une idée que Chastel avait donc retirée de Faucillon et à laquelle il restera toujours fidèle. En 1952, dans son article sur le Piero della Francesca de Faucillon, il s'en prend une nouvelle fois au schématisme scolaire de Taine, qui interprète, je cite de nouveau Chastel, tout art par son époque, toute époque par son Zeitgeist. Et dans sa préface à la nouvelle édition de sa grande thèse, Art et humanisme à Florence au temps de Laurent le Magnifique, Chastel se moque à nouveau de ces historiens qui, croyant se libérer de la Geistesgeschichte, n'ont guère fait depuis que substituer le principe socio-économique au principe spirituel par une inversion dialectique qui nous a souvent été expliquée, mais qui conduit aux mêmes impasses. On ne doit donc pas être surpris si, pendant sa captivité en Allemagne, lors de la Seconde Guerre mondiale, Chastel songeait à traduire l'ouvrage de Wölfflin sur Dürer et écrivit directement à Wölfflin pour lui faire part de cette intention. Wölfflin, d'ailleurs, lui répondit le 2 novembre 1941 en lui proposant de lui faire parvenir l'édition la plus récente de son Dürer et en l'informant, ce qui est intéressant, que Faucillon lui avait, quelque temps auparavant, envoyé sa vie des formes. En 1946, Chastel écrivit encore un article intitulé « Heinrich Wölfflin européen », où il évoquait l'ouvrage théorique, si vous voulez, de Wölfflin, un peu la vie des formes de Wölfflin, qui s'appelle « Principes fondamentaux de l'histoire de l'art », ouvrage dans lequel donc Wölfflin avait résumé son système de grandes oppositions qui fondent l'opposition entre le classicisme et le baroque. Et Chastel faisait donc de Wölfflin l'initiateur, je le cite, de cette vie des formes dont Henri Faucillon a repris chez nous la définition et que chaque génération d'hommes cultivés doit sans doute se proposer de décrire à nouveau. Ce qu'on appelle aujourd'hui le formalisme de Faucillon s'était à l'époque constitué en grande partie contre la domination de l'iconographie dans les études médiévales françaises, qui illustraient notamment les recherches glorieuses d'Émile Malle. Faucillon cherchait donc à distinguer radicalement la notion de forme et celle d'image ou de signe. En effet, comme il l'écrit dans La vie des formes, le signe signifie alors que la forme se signifie. La forme a un sens, mais qui est tout d'elle, une valeur personnelle, je cite Faucillon, et particulière qu'il ne faut pas confondre avec les attributs qu'on lui impose. Et il conclut, donc, c'est la phrase que vous avez sous les yeux, assimiler forme et signe, c'est admettre implicitement la distinction conventionnelle, dont nous avons parlé il y a peu, entre la forme et le fond, qui risque de nous égarer, si nous oublions que le contenu fondamental de la forme est un contenu formel. Ces observations devaient toujours rester présentes à l'esprit de Chastel lorsqu'il allait, bien des années plus tard, s'affronter à la sémiologie, et je reviendrai sur ce point. Mais ce que Chastel retenait aussi, c'était une série d'intuitions fondamentales qu'il rappelait dans sa leçon inaugurale au Collège de France. Parmi les événements du passé, je le cite encore, l'œuvre d'art est le seul à demeurer concret et présent sous nos yeux. Cette présence de l'œuvre était donc ce qui distinguait fondamentalement le travail de l'historien de l'art et celui de l'historien qui avait affaire à des choses irrémédiablement disparues. L'historien de l'art était ainsi, d'une certaine manière, responsable de son objet. D'autre part, comme Faucillon, Chastel considérait que l'objet de nos études devait être aussi l'activité de l'artiste ouvrier qui, je cite, articule, découpe et enrichit, s'il le peut, en perdant et en retrouvant sans cesse la finalité du sens.
et cet artiste ouvrier donc, qui déploie cette aptitude fabricatrice d'images qui se traduit en une énergie dont il ne faut jamais oublier de rendre compte. On retrouve donc chez Chastel l'attention à l'activité artistique comme technique, dont les formes s'expliquent non seulement dans les grandes œuvres, mais aussi dans le détail ornemental. C'est encore l'un des aspects fondamentaux et principaux de sa définition de la forme dans l'introduction de Fable, forme, figure, où on lit « La forme pose le problème du métier. Par là, nous apercevons de manière exceptionnelle l'attention à l'action technique, aux matériaux et aux procédures qu'engage le principe formel. » Chastel, en 1948, affirmait déjà qu'un des legs les plus significatifs de Faucillon était sa conception symphonique de l'histoire de l'art, qui associait, comme en contrepoint incessant, les techniques d'ornement et les arts majeurs, les courants latents et les styles à la mode. Une fois encore, dans sa leçon inaugurale, Chastel écrit dans la droite ligne de la vie des formes ou de l'éloge de la main « Je voudrais ici essayer de parler parfois au nom de tous ces praticiens inspirés et même de plus modestes, de ceux qui ont su disposer une marqueterie ou un carrelage impeccable et dont il subsiste encore quelques témoins, en particulier en Italie. » C'est de ce désir que sont nées plus tard, ou avant même, les études sur la marqueterie de la Renaissance italienne, sur le vitrail ou sur la mosaïque, reprises dans la troisième partie de Fable, forme, figure, qui sont un peu le contrepoint de la passion de son maître Faucillon pour les entrelacs médiévaux. Toute la fin de l'introduction de Fable, forme, figure revient aussi sur la question du temps de l'histoire de l'art, en reprenant encore une fois le modèle offert par la vie des formes. L'une des idées fondamentales de Faucillon, c'était la coexistence de différentes couches de temps, de fibres distinctes, pour citer encore Chastel, qui font que de grands peintres du XVe siècle, comme Fouquet ou ici Enguerrand-Carton, retrouvaient l'esprit et les procédés de composition des tympans romans. Faucillon écrivait à ce propos « L'histoire de l'art nous montre, juxtaposées dans le même moment, des survivances et des anticipations, des formes lentes, retardataires, contemporaines de formes hardies et rapides. » On retrouve là aussi un thème qui était très diffusé dans l'historiographie de l'époque, en particulier ça recouvre un peu le thème de survivance qui est si important pour la pensée de Warburg. La vie des formes reste donc bien un texte fondateur pour qui veut comprendre la pensée de Chastel. Mais celui-ci insiste tout autant sur un autre aspect de son histoire personnelle, c'est-à-dire sa rencontre avec les nouvelles conceptions de l'histoire de l'art venues d'Allemagne et d'Angleterre, qui, prétendait-il, lui avaient permis de faire sortir notre discipline de son provincialisme. Chastel affirmait et revendiquait en effet d'avoir été l'un des premiers Français à prendre contact avec l'Institut Warburg de Londres, dès 1934, et à avoir ainsi fait connaître en France l'iconologie, qui était alors la méthode la plus novatrice en histoire de l'art. Comme il le rappelle dans l'introduction de Fable, forme, figure, c'est Jean Seznec, son aîné, normalien comme lui, qui le mit en contact avec le Warburg. Seznec allait d'ailleurs donner l'une des premières contributions françaises à l'iconologie avec sa grande thèse de doctorat fondamentale sur la survivance des dieux antiques qui fut publiée en 1940 dans les collections du Warburg. Au commencement de la carrière de Chastel se trouva donc, en même temps que la forme, l'enquête sur les mythes, c'est-à-dire sur la fable, que les héritiers de Warburg avaient mise au centre de leurs recherches. Faucillon observait avec une certaine sympathie l'intérêt de ses deux jeunes disciples pour la méthode iconologique, c'est-à-dire Chastel et Seznec, même si lui-même ne devait pas partager cette orientation. Faucillon avait en effet tendance à considérer que les travaux de Panofsky se perdaient dans des lectures symboliques trop minutieuses, trop dépendantes des textes, alors que lui-même voulait privilégier, on l'a vu, l'analyse visuelle. Inversement, certains partisans de l'iconologie s'opposaient au formalisme de Faucillon. Pourtant, dans une lettre qu'il adresse à Chastel en 1939, au commencement de la guerre et peu avant son propre exil définitif, Faucillon, tout en lui annonçant qu'il allait lui envoyer un exemplaire de la vie des formes que Chastel lui avait demandé, évoque avec chaleur les intérêts de son jeune élève. Et je lis la lettre. « Mon cher ami, viendra le temps où, à Florence, étonnés tous les deux d'avoir traversé cela, nous nous entretiendrons de vos projets, de la Sabéenne, de la tristesse de la Renaissance, ce livre nécessaire, et de toutes les pensées qui fortement vous habitent. » En effet, dès cette époque, Chastel était donc en train de préparer deux de ses recherches les plus marquées par l'esprit de Warburg,
La première, donc la sabéenne, c'est sa recherche sur la reine de Saba, qui devait paraître en 3 livraisons entre 1939 et 1949, et surtout le livre sur la tristesse à la Renaissance, c'est-à-dire les recherches de Chastel sur la mélancolie, qui devait donner lieu aussi à plusieurs articles et former une autre section de fables forme figure, avec notamment La tentation de Saint-Antoine ou Le songe du mélancolique, son premier article paru dès 1936 dans la Gazette des Beaux-Arts et qui était issu d'un diplôme d'études supérieures préparé sous la direction de Faucillon. Et puis, là je vous montre une page de fable forme figure, La mélancolie de Laurent de Médicis, qui parut pour la première fois dans le Journal du Warburg en 1945. Chastel retrouvait par ces thèmes, naturellement, les grands travaux des iconologues de Saxel et Panofsky, dont l'ouvrage sur la mélancolie de Dürer était paru à Leipzig en 1923. Mais d'après Chastel lui-même, dans ses premières recherches, il voulait imaginer une discipline qui liait l'approche warburgienne à celle de Faucillon, et donc les fables aux formes, et je le cite. Il était assez facile de reconnaître au départ quelques récits étranges, des légendes aux détails bizarres, des contes, bref, tout ce qui relève de la fable, ce domaine universel et constant de l'imagination collective. Mais il y avait aussi des définitions concrètes, des situations identifiables, des images complètes et précises, c'est-à-dire des combinaisons de formes indispensables à explorer. Il plaçait donc d'emblée sa méthode au croisement d'influences hétérogènes. Mais en réalité, ce sont bien les héritiers de Warburg qui déterminèrent en grande partie ses premières orientations. Ses recherches sur la Renaissance florentine, sur le néoplatonisme, l'inscrivaient naturellement dans la lignée des fondateurs de l'iconologie. C'est d'ailleurs ce qui faisait sa grande originalité dans le climat de l'histoire de l'art française de l'après-guerre. Il ne cessa jamais d'ailleurs ses contacts avec les héritiers de Warburg, dont il fit connaître les représentants les plus éminents à un vaste public par le biais notamment de ses chroniques au Monde. Ainsi, en 1968, il rendit compte de la publication, en 1967, de la traduction de 2 grands ouvrages de Panofsky, Les Essais d'iconologie et Architecture gothique et pensée scolastique, dans un grand article intitulé Histoire de l'art et sciences humaines. On doit cependant relever, et je reviendrai plus tard sur ces ambiguïtés, que Chastel lui-même n'était absolument pour rien dans ses publications, puisque c'est Bernard Tessèdre qui avait traduit Les Essais d'iconologie, alors que Bourdieu avait traduit l'Architecture gothique. Or, pour prendre seulement le cas de Tessèdre, c'était un proche de Pierre Francastel qui représentait alors l'opposition à Chastel dans le champ de l'histoire de l'art française. On sent d'ailleurs chez Chastel, dans l'article que je viens de citer, une certaine irritation, notamment dans le préambule de ce texte. Un autre choix et un autre ordre de présentation des œuvres de Panofsky auraient sans doute été plus efficaces. On dirait qu'il faut à tout prix faire retentir aux oreilles les sonnailles de la dernière mode intellectuelle pour attirer l'attention sur une œuvre qui devrait être lue et assimilée depuis longtemps. Chastel, en réalité, dans cet article, prétendait justement retourner Panofsky contre ses nouveaux admirateurs en leur montrant que sa méthode n'avait absolument rien à voir avec la leur. En analysant le grand texte théorique de Panofsky, l'histoire de l'art comme discipline humaniste, Chastel cherche en effet à démontrer que celui-ci n'oublie pas que notre discipline consiste dans la prise en charge d'un certain type d'objet dit œuvre d'art, dont on ne peut rendre compte qu'à travers une recréation esthétique toujours à contrôler par un double appareil de notions, théorie de l'art et de documents, philologie. La théorie ne doit donc pas faire disparaître la spécificité des œuvres. L'historien ne doit pas oublier l'intuition du connaisseur. La forme de l'œuvre d'art n'est pas un signe linguistique. Il suffit d'avoir le texte de Panofsky présent à l'esprit pour, dit Chastel, apercevoir ce qui le sépare des explications de type linguistique de l'art qui tendent à tout autre chose qu'à une interprétation spécifique dans ce domaine. Dans ses propres articles, Chastel, comme Panofsky, s'intéressa aux motifs révélateurs. Il consacra, par exemple, un article à la branche de figuier qui se détache ici sur le couchant de la Madone apparaissant à Saint-François et à Sainte-Alvise de Titien. Mais dans ce texte, il prône justement une iconologie tempérée et rationnelle, si je puis dire, en s'en prenant aux lectures déréglées et désinvoltes qui décodent les signes sans considération de temps et de lieu. Il veut surtout montrer que la forme est ici, une nouvelle fois, indissociable du sens, puisque le motif du figuier, outre sa signification qui est liée par l'Évangile notamment à l'attente du salut, est en même temps, pour le peintre, un moyen de remplir le vide spatial qu'il avait créé au centre de son panneau en représentant la Madone en vol.
C'est donc cette idée d'une spécificité des formes artistiques, cette opposition à toute tentative de réductionnisme qui reste une des pierres de touche de la pensée de Chastel et qui explique finalement sa position dans le monde de l'histoire de l'art. En effet, même s'il avait été l'un des premiers à diffuser les méthodes de Warburg et de Panofsky, toute la fin de sa carrière fut marquée par une série de conflits avec ceux qui voulaient ouvrir la discipline au nouveau chantier des sciences humaines. On connaît naturellement, et nous y avons déjà fait allusion, son opposition avec Pierre Francastel, qui s'était engagé dans la voie d'une sociologie de l'art qui lui apparaissait comme une sorte de prolongement du schématisme de Taine. Mais il y a aussi la rupture avec certains de ses disciples les plus audacieux, disons, comme Daniel Arras, et sa résistance au modèle dominant de l'époque, c'est-à-dire la sémiologie. Ce sont ces tensions qui se trouvent à l'arrière-plan du premier éditorial de la Revue de l'Art en 1968, éditorial qui trace les lignes directrices de cette nouvelle revue et qui s'intitule de manière significative « Un programme ». En effet, de nouveau, le thème de la spécificité de la discipline se trouve au centre de tout le propos. Après avoir reconnu qu'il n'y avait guère de domaine des sciences humaines où les œuvres d'art n'étaient pas prises en considération, l'anthropologie, la sociologie, la psychologie, Chastel indique que cette place nouvelle des phénomènes artistiques dans la culture actuelle rend, dit-il, d'autant plus nécessaire l'intervention d'une autre discipline, l'histoire de l'art, qui prenne complètement en charge ces produits originaux que l'on appelle des œuvres d'art dans leur complexité et dans leur spécificité. Ce terme revient constamment sous sa plume. Il tentait ensuite un résumé de l'histoire de sa discipline en distinguant ses grandes articulations. À la démarche attributionniste, celle qu'on a évoquée tout à l'heure, notamment de Morelli, et à la monographie d'artistes, s'était opposée l'étude des styles. Je cite, « jeu de force impersonnel ou suprapersonnel qu'il importait de caractériser ». On reconnaît là-dessous, évidemment, à la fois Faucillon et Völflin. Mais il fallait considérer encore une autre opposition, celle entre l'étude des formes et l'étude iconographique. Chastel pense ici naturellement à Warburg et à Panofsky. Même si certains avaient cru ces deux approches incompatibles, de nouveau, Chastel affirmait qu'il ne s'agissait pas d'une alternative absolue. Il établissait aussi un parallèle entre la définition du style comme système formel stable et commun à des objets divers et la notion de structure, et voulait donc encore établir une autre passerelle avec le modèle dominant des sciences humaines de son époque, en se situant par là une nouvelle fois dans la lignée de Faucillon. Il annonçait donc que la Revue de l'Art se livrerait à une réflexion sur les problèmes, les méthodes, les conflits de frontières, les notions, les critères. Donc une grande ambition théorique, si je puis dire. Mais il vantait en même temps la précision des résultats et le rapport entre les questions posées et les réponses possibles pour condamner les prises de position doctrinales. On retrouve naturellement dans ce propos l'expression d'une défiance à l'égard de certaines évolutions de la discipline et surtout à l'égard du cadre plus général des sciences humaines de son temps. La curiosité de Chastel était toutefois toujours en éveil. Et on sent bien que la question de la sémiologie, de ses rapports avec l'histoire des formes, restait pour lui posée. Chastel évoque longuement ces relations entre la forme et le signe dans le beau texte qu'il a écrit en préface au recueil des textes de Robert Klein, La forme et l'intelligible. Klein avait été son collaborateur et son grand ami. C'est probablement l'une des personnes qui l'a le plus marqué et qui a exercé sur lui une très grande influence. Nous avons vu que c'était avec lui qu'il avait notamment évoqué ce projet d'écrire une sorte d'épistémologie de l'histoire de l'art. Chastel essaye donc, dans cette préface, de résumer les grandes articulations de la pensée de son ami. Il y insiste sur ses liens avec la sémiologie. Mais selon Chastel, Klein aurait réussi surtout à poser autrement le rapport entre les formes et les signes et à renouveler par là l'iconologie de Panofsky, dont il avait offert d'ailleurs l'une des critiques les plus articulées dans un article de 1963 intitulé « Considérations sur les fondements de l'iconographie ». En effet, Klein avait montré que la démarche iconographique ne pouvait pas être pure. Ainsi, dans la métaphore figurative, lorsqu'une femme se fait représenter par exemple sous l'aspect d'une Diane ou d'une Vénus, il y a enrichissement du signifiant par l'adoption d'une ressemblance formelle. Et c'est le style, le système formel voulu, qui devient le véhicule majeur de la signification. Il faut donc, je cite Chastel encore, envelopper l'objet de la présence directe ou indirecte de la réalité formelle ou stylistique. Le plus intéressant, c'est donc, je cite encore, ce qui échappe à la réduction iconographique. C'est, et là Chastel cite directement Klein, le symbolisme non explicite où signe et signifié tendent à se confondre. Comme, par exemple, et là aussi je cite l'exemple retenu par Chastel et Klein, Poussin représente Adonis mort, à droite, donc à droite pour vous, dans le tableau du musée des Beaux-Arts de Caen, sous l'aspect d'un Christ mort, établissant par là un écho entre la mythologie et la foi chrétienne.
avec évidemment cette idée de la renaissance posthume d'Adonis sous la forme des anémones qui préfigure la renaissance du Christ, et vous le voyez en reprenant très précisément, en inversant la position du Christ mort dans la posture d'Adonis. Ainsi, conclut Chastel, la clé iconographique est souvent donnée par le style, la capacité suggestive de celui-ci est un principe de découverte. C'est encore ce désir de se mesurer à la sémiologie qui le conduisit, de 1977 à 1979, à consacrer son séminaire du collège aux gestes dans l'art de la Renaissance. À cette occasion, il revenait encore sur la place de l'histoire de l'art parmi les sciences humaines. Dans une des lettres qu'il lui avait adressées, Robert Klein avait d'ailleurs relevé avec une certaine ironie que Chastel entendait placer l'histoire de l'art au sommet des sciences humaines et communiquant avec la sociologie, l'anthropologie, etc. Pourtant, dans son séminaire au collège, Chastel constatait que depuis un tiers de siècle, les sciences humaines avaient été dominées par le modèle linguistique, on retrouve toujours ce thème, et que ce modèle semblait menacer l'histoire de l'art qui, avec les Riegel, les Wölfflin, c'est-à-dire donc les grands formalistes dont on a parlé, était la discipline de pointe vers 1910-1920, mais qui, l'histoire de l'art, avait rétrocédé par la suite et se trouvait dans une phase de confusion qui ne devait pas être définitive. Face au nouveau paradigme offert par les sciences du langage, Chastel souhaitait un assouplissement du point de vue dogmatique, et je le cite encore, selon lequel le langage est constitutif de la conscience, au point que le psychisme tout entier doit être interprété en fonction des lois du discours. Il insistait en particulier sur les modalités de la communication non verbale, qui relevaient en partie des formes artistiques. Il soulignait une fois encore la différence de sa démarche avec celle des sémiologues qui insistaient avant tout sur la part de convention et la définition sociale de toute gestuelle. Il rappelait à ce propos comment Darwin, dans sa célèbre dissertation sur l'expression des émotions chez l'homme et les animaux, avait déclaré n'avoir retiré aucun bénéfice de lecture des peintures et des sculptures. Ainsi, une nouvelle fois, on ne pouvait pas seulement se servir de l'œuvre d'art comme d'une documentation. Et Chastel se servait à ce propos, je crois d'ailleurs d'une manière un peu abusive, du terme de forme symbolique dont Panofsky s'était lui-même servi dans son ouvrage célèbre sur la perspective. En utilisant ce concept, Chastel entendait de nouveau rappeler que les œuvres d'art sont réalisées suivant certaines conditions aussi bien matérielles, cadre, support, format, que liées aux nécessités de la composition, aux lois des genres, à l'adaptation des formes aux parties et à la sélection des gestes. Elle ne pouvait donc pas se ramener aux modalités générales de la communication. Une fois encore, elle devait donc faire l'objet d'une approche particulière qui est celle de l'histoire de l'art. Ce parcours rapide, donc, dans les différents textes où Chastel a défini sa méthode, pourrait nous ramener à notre commencement. Son éclectisme évident, que d'autres ont souvent rappelé, le conduit à emprunter tour à tour à la vie des formes de Faucillon, à l'iconologie, et même si c'est avec une certaine réticence, à la sémiologie, sans compter d'autres intérêts qu'il avait, notamment même ses incursions dans le domaine de la sociologie de l'art, pour laquelle il n'avait pas pourtant, a priori, une grande sympathie. Je dois d'ailleurs vous dire que moi-même, il m'a dirigé sur une thèse sur les commanditaires et les peintres à Venise, qui était justement un thème de sociologie de l'art. On pourrait donc en conclure que ces oscillations traduiraient, comme le disait Zerner, une sorte d'absence de point de vue général, un refus de l'esprit de système. Chastel n'aurait jamais véritablement choisi, et pour cette raison, il ne serait pas un théoricien. Certes, il n'avait pas une pensée aussi claire et des objectifs aussi définis que, pour prendre un exemple célèbre, Panofsky, ou même que son ami Robert Klein. Mais je ne crois pas non plus qu'il faille minimiser sa figure de penseur, surtout si on le replace dans son époque. Son éclectisme représentait aussi quand même une extraordinaire ouverture dans le contexte de l'histoire de l'art de son temps, surtout si on le compare à plusieurs de ses contemporains. Certes, il avait parfois un peu tendance à exagérer son rôle dans ce domaine. Ainsi, il n'évoquait pratiquement jamais le nom de Jean Adhémar, le conservateur du département des estampes et le rédacteur en chef de la Gazette des Beaux-Arts, un peu son rival à certains égards, qui était lui aussi un proche de l'Institut Warburg, où il avait publié sa thèse dès 1939. Mais Chastel joua quand même un rôle considérable dans la diffusion des nouvelles approches et contribua par là de manière décisive à la transformation de sa discipline. Certes, sa volonté de préserver la singularité de la forme artistique et par là l'originalité de la méthode de l'histoire de l'art pourrait paraître un petit peu défensive. Mais elle était encore une fois, je crois, un des signes principaux de l'influence que son maître Faucillon continuait à exercer sur lui. Celui-ci, en effet, s'insurgeait déjà contre toute tentative de réductionnisme en écrivant « Chaque technique est un milieu dont la valeur active est égale ou supérieure à celle des milieux historiques. » Je crois que Chastel, malgré toute son attention au milieu historique, notamment dans sa thèse sur Florence, n'a cessé de garder cet avertissement présent à l'esprit. Je vous remercie.